cours sur les tumeurs de l'ovaire. Tu l'en as pas? Hein? On va parler aujourd'hui des tumeurs de l'ovaire. Alors, alors, tu peux mettre la photo. Là. Alors, vous êtes prêts? Direz la photo. Alors, c'est pas la peine. China. Vidéo. وش جبالي؟ لا غالبا يقرب. Alors, vous m'écoutez? Goulouni, oui. Vous m'entendez? Ouais, très bien. On va parler des tumeurs de l'ovaire. Oui. Ah, très bien. Alors, on va parler des tumeurs de l'ovaire. Généralement, les tumeurs de l'ovaire, c'est une pathologie fréquente. Fréquente, et dans le terme tumeur de l'ovaire, quand on dit tumeur de l'ovaire, cette expression englobe plusieurs pathologies, c'est-à-dire du kyste fonctionnel simple de l'ovaire, bénin, normal, qui est généralement hormonodépendant et qui peut être un kyste folliculaire, de la phase folliculaire, ou de la phase lutéale, un kyste lutéinique, et qui englobe également les kystes organiques ou bien les cancers de l'ovaire. Donc, quand on dit tumeur de l'ovaire, cela englobe toutes les pathologies ovariennes, du kyste fonctionnel au kyste bénin, au kyste malin. Généralement, le diagnostic des tumeurs de l'ovaire, il est posé par l'examen clinique, qui est complété par l'échographie. Alors, pour dire que de premier abord, lors de l'examen clinique ou échographique, il y a certains critères cliniques et échographiques qui peuvent orienter vers la bénignité ou la malignité, mais le diagnostic de certitude, il est posé par l'histologie. Donc là, vous prenez des notes, s'il vous plaît, parce que je n'ai pas de document. Voilà, donc le diagnostic de certitude, c'est l'histologie. On a beau avoir des images radiologiques de bénignité, mais lors de l'examen histologique après une laparotomie, on découvre par surprise que c'est une tumeur maligne. Devant donc une découverte d'une masse pelvienne ou abdominopelvienne, chez une patiente qui se présente à la consultation, il faut faire un interrogatoire. Je préfère enlever la bavette. Il faut faire l'interrogatoire et rechercher les antécédents médicaux ou chirurgicaux et familiaux, surtout les antécédents des cancers du sein ou bien des cancers de l'ovaire, parce que généralement, c'est des cancers hormonodépendants. Il faut demander la date des dernières règles, parce que c'est important, surtout en cas de kyste fonctionnel. Et la méthode, le mode de contraception, qu'est-ce qu'elle fait comme méthode contraceptive? Est-ce qu'une contraception hormonale ou mécanique? Et bien sûr, toujours la question de savoir si la femme est ménopausée ou non. Quand la femme est ménopausée, on peut éliminer un kyste fonctionnel parce qu'il n'y a plus d'hormones qui peut expliquer la survenue d'un kyste fonctionnel. Donc, chez la femme ménopausée, quand même 30% des kystes, des tumeurs de l'ovaire sont malignes. Donc, c'est
c'est un petit peu, il faut être prudent lors de l'interrogatoire et de l'examen clinique au début de la consultation. Alors, quelles sont les circonstances de découverte des tumeurs de l'ovaire? Alors, soit c'est une découverte fortuite lors d'un examen systématique, un examen gynécologique ou un examen échographique. Parfois, c'est lors d'une consultation pour grossesse. La femme consulte pour le diagnostic d'une grossesse, pour voir si elle est en aménorrhée, et on découvre une tumeur de l'ovaire latéro-utérine qu'il faut maintenant explorer. Soit que la femme consulte pour des troubles gynécologiques, soit pour douleur, une pesanteur ou une augmentation de volume de l'abdomen. Ou bien, lorsque c'est au stade de complications, généralement, ça peut arriver, nous avons découvert des cancers de l'ovaire au stade 3. Donc, avec troubles digestifs, soit la femme elle consulte au stade de complications pour troubles digestifs, acides, ou bien des complications digestives. Alors, devant cette symptomatologie clinique, il faut faire un examen clinique. D'abord, il faut faire un examen au spéculum, toujours. Il faut faire un frottis cervico-vaginal et ensuite faire un toucher vaginal et un toucher rectal. Généralement, les tumeurs de l'ovaire c'est la découverte d'une masse latéro-utérine entre l'utérus et l'ovaire, et donc qui sont séparés par un sillon. Et là, au toucher vaginal, on peut décrire si la masse est mobile ou bien fixée. Et ensuite, il faut, comme généralement l'ovaire, c'est la même famille un peu que le sein dans les pathologies malignes, il faut faire systématiquement un examen des seins. Voilà. Maintenant, on a découvert une masse abdominopelvienne ou pelvienne qui est mobile. On ne sait pas si elle est bénigne ou maligne. Il faut faire des examens complémentaires. C'est simple, c'est facile. Donc, on fait une échographie. Le premier examen, il faut faire une échographie. Il ne faut surtout pas aller systématiquement demander une TDM ou une IRM. C'est coûteux, c'est très cher, et ce n'est pas encore le moment. Les habitudes actuelles, les médecins demandent systématiquement une IRM, c'est très coûteux, ça coûte trop, alors que parfois ce n'est pas nécessaire. Donc on commence par une échographie qui n'est pas chère, qui est facile, par voie abdominale ou bien endovaginale. Donc l'échographie va confirmer l'existence du kyste. Alors l'échographie va préciser sa localisation. Est-ce qu'il est pelvienne ou abdominale? Elle va préciser sa taille en centimètres, sa forme et son écostructure. L'écostructure, c'est-à-dire est-ce que c'est un kyste qui est anéchogène ou échogène hétérogène? Est-ce qu'il y a des cloisons? Est-ce qu'il y a des végétations, etc. Tout ça, ce sont des signes un peu péjoratifs s'il y a ces signes surajoutés. Et si on suspecte, on peut faire un échodoppler pour préciser sa vascularisation s'il y a une vascularisation anarchique. Voilà donc le premier examen qu'il faut demander devant une tumeur de l'ovaire. Quand je dis tumeur, on ne sait pas si c'est bénin ou malin. Alors, maintenant, si on a suspecté une malignité, on peut demander si on suspecte une malignité, il faut demander une TDM ou bien une IRM. Mais je préfère demander une IRM.
Mais il ne faut jamais demander, comme j'ai dit, une IRM de première intention. Alors, le dosage du CA125, biologie maintenant, après l'IRM, il faut... Je suis en train de faire un cours, je te rappelle. Magnifique. Alors, on demande donc le CA125, c'est un marqueur tumoral qui est plus ou moins spécifique de l'ovaire. Donc, il faut le demander. Généralement, le taux doit être inférieur à 35 unités, mais ce n'est pas un signe spécifique pathognomonique d'une tumeur maligne. Alors, quels sont les aspects échographiques maintenant d'un kyste de l'ovaire que nous allons examiner à l'échographie? Eh bien, il y a deux cas de figure. Lorsque le kyste est bénin, qu'est-ce qu'on va voir à l'échographie? Et lorsque le kyste est malin, supposé, suspect de malignité, qu'est-ce qu'on va voir? Alors, un kyste bénin, la paroi est fine. Les contours sont réguliers. Le contenu est homogène, transonique. Il n'y a pas de végétation intrakystique ou de cloison intrakystique. Et si on fait un Doppler vasculaire, il n'y a pas de vascularisation. Donc, ce sont les critères de bénignité. Maintenant, lorsque le kyste est suspect de malignité, qu'est-ce qu'on va trouver à l'échographie? C'est des questions, attention, qui peuvent être du type QCM. Alors, lorsque le kyste est suspect de malignité, on va trouver entre autres une paroi épaisse. On va trouver des contours irréguliers. On va trouver un contour hétérogène, un contenu plutôt hétérogène. Et il y a des végétations ou bien des cloisons intrakystiques. Ce n'est pas comme le kyste bénin où la paroi est fine, il est circulaire, il est transonique. À l'échographie, on le voit tout noir. Et bien sûr, dans ce cas-là, on va demander un Doppler. Et le Doppler va montrer une vascularisation anarchique, intrakystique. Voici les deux critères d'aspect échographique qui permettent de faire le tri entre un kyste bénin et un kyste suspect de malignité. Alors, maintenant, on va essayer de trouver quelles sont les étiologies de ces kystes. Le premier kyste le plus fréquent, dont les médecins s'alarment le plus souvent, ce sont les kystes fonctionnels de l'ovaire. Généralement, ces kystes fonctionnels de l'ovaire, comme son nom l'indique, ne se voient jamais chez la femme ménopausée, puisqu'il n'y a plus d'hormonodépendance, il n'y a plus d'hormones. Par contre, c'est un kyste de la femme en période d'activité génitale. Alors, les kystes fonctionnels, on peut avoir deux types. Soit un kyste folliculaire, qui survient généralement en première phase et qui persiste, soit un kyste qui survient plus tard sur le corps jaune, et on appelle ça un kyste lutéal ou bien lutéinique. Alors, ces kystes subissent donc une transformation kystique avec un diamètre supérieur à 3 cm. Ces kystes fonctionnels peuvent aller jusqu'à un diamètre de 7 cm. Donc, je répète, c'est la tumeur la plus fréquente chez la femme en période d'activité génitale. Il est en général toujours bénin. Alors, surtout, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la surveillance simple, pendant 3 mois à peu près, pendant 3 cycles, et refaire les échographies après les règles. En général, ces kystes disparaissent au bout de 3-4 mois. Il n'y a pas de traitement, ni chirurgical, ni médical. J'ai vu beaucoup de traitements qui ont été prescrits par nos confrères devant un kyste fonctionnel.
Certains prescrivent des progestatifs, d'autres prescrivent de la pilule dans un but de faire disparaître le kyste. Ça n'existe pas. Il est inutile de prescrire un traitement hormonal. Il faut juste une surveillance. Maintenant, si le kyste ne disparaît pas au bout de 4-5 mois, c'est qu'il n'est pas fonctionnel, il est organique, mais probablement bénin, qu'il faut là, il faut intervenir par surtout cœlioscopie. Très bien. Maintenant, lorsque les kystes, deuxième kyste, les étiologies, nous avons les kystes organiques. Les kystes organiques, qu'ils soient bénins ou malins, ils sont indépendants du fonctionnement ovarien. Ils n'ont rien à voir avec les hormones. Ils n'ont aucun lien avec le cycle menstruel. C'est des kystes persistants. Alors, d'où viennent ces kystes organiques? Si on reprend l'anatomie et l'histologie de l'ovaire, l'ovaire contient trois tissus. L'ovaire contient trois tissus. Et chacun des trois tissus qui composent l'ovaire, il peut donner naissance à une prolifération tumorale qui peut être bénigne ou maligne. Donc, il y a trois tissus dans l'ovaire qui peuvent proliférer et donner des tumeurs, bénignes ou malignes. Donc, on va aboutir à trois tumeurs ovariennes organiques. Et nous avons la première, la plus fréquente, les tumeurs d'origine épithéliale. Alors, ce sont les plus fréquentes qui proviennent du mésothélium qui recouvre la surface de l'ovaire, les tumeurs épithéliales. C'est à peu près 80% des tumeurs de l'ovaire. Nous avons la deuxième couche, le deuxième tissu, ce sont les tumeurs d'origine germinale, qui sont dérivées des cellules germinales de l'ovaire, les tumeurs germinales. Et nous avons les tumeurs d'origine stromale, qui sont dérivées du stroma gonadique. Ce sont généralement des tumeurs endocrines qui sécrètent des hormones femelles, œstrogène et progestérone, ou bien des tumeurs endocrines qui sécrètent des hormones mâles qui entraînent une hyperandrogénie. Voilà, donc je vais vous donner une classification des tumeurs de l'ovaire. C'est très long. Vous l'avez étudié en anapathe? Oui? درتوا الكور en anapathe ولا ما درتوش؟ شو بيتراش؟ ها؟ Vous l'avez pas fait? Non? Bon, c'est dommage, parce que c'est un cours beaucoup plus de l'anapathe que Tchana gynéco. Mais je vais vous donner à peu près une classification succincte des différentes tumeurs de l'ovaire. Alors, nous allons commencer par classification, nous allons commencer par les tumeurs épithéliales, qui sont le plus souvent bénignes, ou bien qui sont borderline, B-O-R-D-E-R, L-I-N-E, borderline, c'est-à-dire des tumeurs à la limite de la malignité. Donc, les tumeurs épithéliales peuvent être bénignes ou malignes, ou borderline, tumeur à la limite de la malignité. Alors, nous avons, dans les tumeurs bénignes, nous avons les tumeurs séreuses, cystadénome séreux, les tumeurs mucineuses, cystadénome mucineux. Nous avons les endométriomes, tumeurs épithéliales. Donc, nous avons les tumeurs séreuses, cystadénome séreux, ou bien les tumeurs mucineuses,
cystadénome mucineux, ou bien les tumeurs endométrioïdes qui contiennent généralement des kystes à contenu brun chocolat, endométrioïdes, endométriose. Ceci dans les tumeurs bénignes, toujours dans les tumeurs épithéliales. Et nous avons les tumeurs épithéliales malignes. Nous avons des cystadénocarcinomes séreux et le cystadénocarcinome mucineux. Et nous avons les cystadénomes endométrioïdes, cystadénocarcinome endométrioïde, les tumeurs à cellules claires, les tumeurs de Brenner, etc., etc. Donc, il y a toute une série, mais je vous donne à peu près les principales. Donc, classification, nous commençons par les tumeurs épithéliales. Ensuite, nous avons les tumeurs germinales. Bénignes, nous avons les tératomes matures. Quand on vous dit tératome mature, appelé kystes dermoïdes. Ce sont les kystes qui contiennent des cheveux, des os, etc. Le tératome mature, appelé kyste dermoïde. La dégénérescence des kystes dermoïdes est exceptionnelle. Donc, quand on découvre un kyste dermoïde avec des cheveux, des dents, etc., des dents, même on a trouvé des dents, c'est généralement des tumeurs bénignes qui ne dégénèrent pas. Dans les tumeurs germinales, nous pouvons citer dans le côté malin, les tumeurs germinales malignes, nous avons les tératomes immatures. Quand il est immature, il est malin. Tumeurs germinales. Nous avons les choriocarcinomes ovariens. Nous avons les 10 germinomes. 10 germinomes. Donc, qui peuvent être des tumeurs femelles qui sécrètent des œstroprogestatifs, ou bien des tumeurs à cellules de Sertoli de Leydig, ou bien des tumeurs androgénosécrétantes, des tumeurs qui sécrètent des cellules mâles, des hormones mâles. Donc, nous avons les tératomes immatures, qui sont malins dans les tumeurs germinales. Nous avons le choriocarcinome, nous avons le dysgerminome, les tumeurs de Sertoli, Sertoli, ou bien les cellules de Leydig, les tumeurs de Leydig, Leydig, qui peuvent sécréter des hormones mâles, qui entraînent des hyperandrogénies. Voici dans les tumeurs germinales. Maintenant, les tumeurs stromales. Les stromas, ce sont des tumeurs donc, qui peuvent être des fibromes ou bien des técomes qui sécrètent des hormones femelles. Et enfin, je m'arrête là, il y a les tumeurs ovariennes métastatiques, c'est-à-dire la tumeur, elle est secondaire à une tumeur le plus souvent digestive ou autre. Donc, elles peuvent être secondaires à un cancer digestif ou même un cancer du sein. Ce sont les tumeurs de Krukenberg, vous connaissez, K-R-U-K-E-N-B-E-R-G. Alors, les tumeurs métastatiques, ce sont les tumeurs de Krukenberg qui sont secondaires à un cancer digestif ou à un cancer du sein. Nous avons aussi les tumeurs secondaires, le syndrome de démence, D-E-M-O-N-S, MEIGS, M-E-I-G-S, qui associe un épanchement pleural avec une tumeur ovarienne bénigne. Donc, nous avons à peu près, il y en a plusieurs, mais les deux principales, les tumeurs secondaires, ce sont les tumeurs de Krukenberg et les tumeurs de démence MEIGS.
toujours dans la généralité des tumeurs de l'ovaire, quel est le diagnostic différentiel qui peut se poser devant une tumeur pelvienne ovarienne? Ces tumeurs de l'ovarienne, avant tout, ce sont des tumeurs latéro-utérines qui se trouvent à côté de l'utérus, à gauche ou à droite. Donc, le diagnostic différentiel va se poser avec toutes les tumeurs latéro-utérines. Et le premier diagnostic des tumeurs latéro-utérines, c'est la grossesse extra-utérine. Méfiez-vous. Mais le tableau est différent. Généralement, la bêta-HCG est positive. La douleur est intense. Et il y a parfois un épanchement péritonéal de sang. Et il y a le contexte anamnestique à l'interrogatoire qui retrouve généralement une aménorrhée et parfois des signes sympathiques de grossesse. Deuxième diagnostic différentiel peut se poser avec un hydrosalpinx ou un piosalpinx, une trompe qui est grosse, qui est remplie de pus ou bien de liquide, ce qu'on appelle un H-Y-D-R-O, salpinx, S-A-L-P-I-N-X, hydrosalpinx, ou bien piosalpinx du pus, P-Y-O, salpinx. Ou bien, ça peut être un fibrome sous-séreux pédiculé, qui est le même que, bon, les fibromes, il y a plusieurs types, mais le fibrome, quand il est à l'extérieur et pédiculé, il peut simuler, il peut ressembler à une tumeur de l'ovaire. Hein? Question. Non, pas. Alors, devant un kyste bénin histologiquement, oui, s'il est persistant. Ah oui. Alors, devant un kyste radiologiquement bénin, alors, s'il est fonctionnel, il ne faut rien faire. Comme j'ai dit, c'est l'abstention thérapeutique, de rien faire pendant 3-4 mois. Pas de traitement, pas de chirurgie. Maintenant, s'il est persistant, au-delà de 3-4 mois, là, il faut intervenir et faire une exérèse sous cœlioscopie, éviter la laparotomie. Cœlioscopie. Bien sûr, on ne jette jamais rien. Il faut faire une étude histologique. Il faut faire, mais il ne faut faire cette étude, cette cœlioscopie qu'après une expectative, qu'après une attente, une abstention de 3-4 mois. Il ne faut pas toucher. Pas de traitement médical, rien. Si au bout de 3-4 mois il est persistant, là on dit il est alors organique. On va l'enlever et l'analyser. Il faut analyser. Il faut faire une étude histologique. Alors maintenant, on va traiter maintenant 3 types de tumeurs. On va traiter 3 types de tumeurs. Les tumeurs d'apparence bénigne, les tumeurs suspectes et les cancers de l'ovaire. On va en parler des 3 types de kystes maintenant. Alors, les tumeurs ovariennes probablement bénignes, ils surviennent généralement chez la femme jeune en période d'activité génitale. C'est un kyste qui est simple, qui est unique, qui est unilatéral. Le contenu est purement liquidien, anéchogène, avec des parois fines et régulières. Et généralement, les diamètres ne sont pas importants. Mais il peut être très important, mais généralement, ils ne sont pas très, très gros. Alors, quelle est la conduite à tenir devant un kyste apparemment bénin? D'abord, il faut le différencier des kystes fonctionnels. Le kyste fonctionnel, je répète,
c'est l'abstention thérapeutique, c'est la surveillance, et puis après on prend une décision. Généralement, le kyste fonctionnel, il disparaît après quelques cycles. Par contre, un kyste qui ne disparaît pas, il va devenir, on va l'appeler organique, et là, il faut le surveiller et prendre une décision, parce qu'il est devenu organique, il faut l'opérer. Alors, certains mettent un traitement par pilule pour bloquer l'axe. Ça ne sert à rien. Il est inutile. Il ne faut pas traiter, il ne faut pas mettre de pilule. Par contre, il faut répéter les contrôles échographiques une fois par mois après les règles pour voir s'il disparaît spontanément ou pas. S'il disparaît, c'est un kyste fonctionnel. S'il ne disparaît pas, il deviendra alors organique. Si le kyste persiste plus de 3 mois de surveillance, il s'agit d'un kyste organique qu'il faut maintenant explorer à la cœlioscopie et faire une cœlioscopie diagnostique et thérapeutique. D'accord? Très bien. Maintenant, si à l'échographie, nous avons un kyste suspect, il nous paraît suspect. Une tumeur ovarienne est suspecte de malignité s'il existe au moins un seul, au moins un des signes suivants. Un des signes suivants, clinique ou échographique. Si vous avez un seul signe de ce que je vais citer, c'est qu'il est probablement malin, il faut prendre en considération. Si la femme est ménopausée, attention, la femme ménopausée n'a pas le droit d'avoir un kyste fonctionnel. Ou même bénin, parce que le kyste malin, il est l'apanage de la femme ménopausée. Donc, si la femme est ménopausée, si le kyste est persistant après 3 mois de surveillance, là, il faut le prendre en considération. Si le kyste est hétérogène, c'est-à-dire soit la paroi, soit des végétations intrakystiques ou des cloisons endokystiques. Si la paroi est épaisse et irrégulière, méfiez-vous. Et si les tumeurs sont bilatérales. Donc, si on a un des signes cliniques suivants ou échographiques suivants, et je les répète, si la femme est ménopausée, si le kyste ovarien persiste plus de 3 mois, si le kyste est hétérogène, végétation ou cloison intrakystique, si la paroi est épaisse et irrégulière, et si les tumeurs sont bilatérales des deux côtés. Là, c'est fortement suspect d'organicité et peut-être aussi de malignité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Conduite à tenir. Il faut faire une exploration chirurgicale. Bien sûr, après l'exploration radiologique, biologique par le dosage du CA125, il faut faire une exploration cœlioscopique. Et si l'exploration cœlioscopique s'avère qu'elle est un peu maligne, excusez-moi. Hein. Allô? Oui. Oui. Hey. Hey. شوفي الآخر شوفي. Hey. خطيتني شوفي بصلح. Hey. Alors, je reviens. On m'embête, hein? Vous avez vu les étudiants? Il ne faut pas faire gynéco, il faut faire dermato. Hein? Ou la faire épidémio, ou la... hein? Ou la... Quoi? Anapathe, voilà. Il ne faut pas faire gynéco. Donc, quand on fait une cœlioscopie, il faut avertir la femme que la cœlioscopie peut se transformer en hylaprotomie parce que
c'est pas sûr qu'on peut, si c'est malin, c'est pas sûr qu'on peut tout faire par cœlioscopie. Donc, la conduite à tenir, c'est une cœlioscopie qui peut être diagnostique et thérapeutique. Ensuite, il faut faire une cytologie péritoniale, c'est-à-dire qu'il faut prélever le liquide péritonéal pour une étude cytologique. Parce qu'à peu près, lorsque la tumeur est maligne, 15% du liquide péritonéal est positif, donc 15%. Alors, si c'est faisable, on peut faire une ovarectomie ou bien une annexectomie. On peut faire une ovarectomie, enlever l'ovaire, ou bien si on juge que c'est insuffisant, on peut enlever l'annexe complète. Et faire une étude anapathe de la pièce opératoire sur place. Examen extemporané. Un examen anapathe qui va nous donner les résultats dans un quart d'heure. Si l'anapathe répond tumeur bénigne, le traitement chirurgical s'arrête là. Si l'anapathe répond tumeur maligne, il faut continuer une chirurgie radicale si c'est possible. D'accord? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a terminé quand c'est une tumeur suspecte. Maintenant, si la tumeur est un cancer cliniquement évident, qu'est-ce que ça veut dire cliniquement évident? C'est-à-dire que radiologiquement, à l'échographie ou à l'IRM, on décrit une carcinose péritonéale. C'est une éventualité que l'on rencontre généralement chez la femme pendant la période d'activité génitale et surtout chez la femme ménopausée. Mais quand même, c'est des tumeurs qui ne sont pas très fréquentes, mais elles sont assez souvent rencontrées. Alors, le traitement de la tumeur maligne, on va le voir tout à l'heure. Quand on passe au cancer de l'ovaire. Alors, quelles sont les complications des tumeurs ovariennes? Quand elles sont bénignes, généralement. La première complication, c'est la torsion. Et la torsion des tumeurs de l'ovaire, elle se rencontre généralement dans les kystes qui sont lourds, qui sont denses. Et généralement, c'est les kystes dermoïdes. Les kystes, donc les tumeurs de l'ovaire qui sont lourds, c'est le kyste dermoïde. Ce sont ces kystes-là qui se tordent. Le tableau clinique de la torsion, c'est connu, il est bruyant, il est d'apparition brutale. Il y a la douleur violente, elle est intolérable, elle est insupportable, elle résiste aux antalgiques. La palpation abdominale est très douloureuse et le toucher aussi est douloureux. Quels sont les examens qu'on va demander? On va demander une bêta-HCG pour éliminer une grossesse extra-utérine qui est généralement négative. Et alors, l'échographie, elle va montrer une tumeur de l'ovaire qui est augmentée de volume, bien sûr. Et le Doppler, généralement, le Doppler va montrer un arrêt de la vascularisation puisqu'il est ischémié. Donc, c'est une urgence chirurgicale et il faut intervenir rapidement. Pourquoi rapidement? Avant la nécrose de l'ovaire. Si on n'intervient pas dans les 6 heures, l'intervention sera l'annexectomie. Par contre, si on intervient un peu plus tôt, on peut faire une kystéctomie simple et sauver l'ovaire. Première complication, donc la torsion de l'ovaire. Deuxième complication, elle peut faire une hémorragie intrakystique. Le kyste devient hémorragique, douloureux, se nécroser et même s'infecter. Deuxième complication, c'est
d'hémorragie intratumorale intrachystique. Très bien. Troisième complication, c'est la rupture du kyste. Le kyste peut se rompre dans l'abdomen et en fonction de la composition de la tumeur, si elle est mucineuse ou gélatineuse, c'est dangereux, elle peut entraîner la maladie gélatineuse du péritoine, ou bien des fois, elle peut entraîner un épanchement péritonéal qui risque de s'infecter. Donc, troisième complication, c'est la rupture du kyste. Et enfin, la quatrième complication des tumeurs de l'ovaire, c'est la compression. Compression extrinsèque qui peut comprimer la vessie, et ça va donner une dysurie ou une polacurie. Elle peut, ou bien une anurie. Elle peut comprimer le rectum, ou bien comprimer les urtères et entraîner une urétero-hydronéphrose. D'accord? Donc, compression du rectum, des urtères ou bien de la vessie. Voici les trois principales complications. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur, sur le kyste généralement bénin. Maintenant, je vais être rapide avec vous sur le cancer de l'ovaire. Oui. Qui va? Qui disparaît et réapparaît. Oh, il n'y a rien à faire. Ça peut arriver. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de traitement. Je vous dis qu'il n'y a pas de traitement, c'est l'abstention. Il ne faut rien faire. Alors, je vais vous parler du cancer de l'ovaire. Alors, c'est une pathologie généralement de la femme âgée. Mais l'ovaire n'a pas d'âge, il peut survenir chez n'importe quelle femme pendant la période d'activité génitale, mais surtout chez la femme ménopausée. Excusez-moi, je vais... Alors, un cancer de l'ovaire doit être opéré dès que le diagnostic est posé. Donc, c'est une urgence différée. Pourquoi? Pourquoi il faut l'opérer? Parce que le cancer de l'ovaire, c'est un cancer de mauvais pronostic. Parce que son diagnostic est toujours tardif. Au moment de la découverte d'un cancer de l'ovaire, nous sommes déjà au stade 3. Donc, c'est pour cela qu'une tumeur de l'ovaire doit être opérée dans les meilleurs délais. Sinon, nous sommes déjà dans un retard diagnostique. Je vais vous donner la classification des tumeurs de l'ovaire. Je vous rappelle qu'au moment de la découverte d'une tumeur de l'ovaire, la majorité des cas, au moment de la découverte, on les découvre au stade 3C. Exceptionnellement, on les découvre au stade 1, 2. Pourquoi? Parce que le cancer de l'ovaire, il est asymptomatique. Il est silencieux. Et sa découverte, c'est au moment de la complication, de la compression, de l'hémorragie ou des complications digestives. Allez, on va vous donner la classification du cancer de l'ovaire. Il y a 4 stades selon la FIGO, la Fédération internationale de gynéco-obstétrique. Nous avons le stade 1, 2, 3 et 4. Stade 1. Alors, le stade 1, il y a le stade 1A, le stade 1D et le stade 1C. Le stade 1A, c'est un cancer de l'ovaire
limité à un seul ovaire, avec capsule intacte, capsule ovarienne intacte. Le 1B, les deux ovaires sont touchés, mais avec capsule intacte. Mais le 1C, c'est une rupture de la capsule. Et il y a une lame d'acide. Donc le stade 1C, c'est un ovaire ou deux ovaires avec rupture de la capsule et le liquide péritonéal peut être atteint. Si on fait un prélèvement dans le liquide péritonéal, il peut être atteint. Voilà le stade 1. Stade 1A, 1B, 1C. 1A, c'est un seul ovaire avec capsule intacte. 1B, c'est les deux ovaires avec capsule intacte. Le stade 1C, c'est la rupture de la capsule avec un risque de retrouver des cellules malignes dans le liquide péritonéal. Le stade 2, c'est une tumeur qui est ovarienne, qui est étendue au pelvis. Étendue au pelvis. Donc, le stade 2A. Étendue à l'utérus et aux trompes. Étendu à l'utérus et aux trompes. Le 2B, il est étendu aux organes de voisinage, vessie et rectum. Stade 2C, il y a une extension pelvienne, c'est-à-dire vessie et rectum, avec présence de cellules malignes dans le liquide d'acide. Étendu aux organes de voisinage, 2C, avec cellules malignes dans le liquide d'acide. Le 2B, extension aux organes de voisinage, vessie et rectum, et le 2A, à l'utérus et aux trompes. Donc, par contiguïté, de proche en proche. Il commence par les trompes et l'utérus, ensuite vessie et rectum, ensuite 2C, vessie et rectum et liquide d'acide qui sont touchés. Stade 3, ce sont des métastases péritonéales au-delà du pelvis avec des adénopathies. Stade 3. Et généralement, c'est à ce stade que nous découvrons la maladie. Alors, le stade 3A, ce sont métastases péritonéales microscopiques. Stade 3B, métastases macroscopiques, épiploïques, etc., qui sont les métastases, ce sont des nodosités qu'on va retrouver au niveau de l'épiplombe, des intestins, du péritoine, qui sont inférieures à 2 cm. Et le 3C, ce sont des métastases macroscopiques qui sont parfois supérieures à 2 cm. Et le stade 4, c'est des métastases à distance. Vous avez compris maintenant qu'il y a 4 stades. D'abord, le premier stade, c'est limité aux ovaires. Le deuxième stade, c'est limité au pelvis. Troisième stade, c'est métastase péritonéale avec métastase ganglionnaire. Et le stade 4, c'est à distance. Nous avons vu les classifications. En principe, ça doit être précisé par la NAPAT. Maintenant, je vais vous parler de l'épidémiologie, peut-être du dépistage, et je passe au traitement. Madame? De refaire. Non, on parlait. Alors, le stade 3, c'est un stade qui présente des métastases péritonéales au-delà du pelvis, qui a dépassé le pelvis. Donc, il est monté à l'épiplomb, il est monté à l'estomac, au foie, au diaphragme. Généralement, stade 3, hein? Donc au-delà du pelvis.
avec des adénopathies qui peuvent être adénopathie iliaque ou bien lombo-aortique. Stade 3. Alors, le stade 3A, c'est des métastases péritoniales microscopiques. A. Microscopiques qu'on va retrouver sur le péritoine, sur l'épiplon, les intestins, etc. Le 3B, elles sont macroscopiques, les métastases. Ils sont inférieures. Métastases, c'est de nodosité qu'on va trouver sur le péritoine et sur l'épiplon, inférieures à 2 cm. Et le 3C, ce sont des métastases macroscopiques supérieures à 2 cm ou bien adénopathies métastatiques régionales qui sont montées plus haut. Voilà, 3A, 3B, 3C. Allez, on va faire maintenant l'épidémiologie du cancer de l'ovaire. Les tumeurs de l'ovaire malignes surviennent à n'importe quel âge de la vie chez la femme. J'en ai vu chez la petite fille, j'en ai vu chez la femme en période d'activité génitale et j'en ai vu beaucoup chez la femme ménopausée. Elles sont bénignes dans 90% des cas et dans 10% des cas, elles sont malignes. Donc, les tumeurs malignes touchent généralement les femmes âgées. Le pronostic du cancer de l'ovaire est mauvais. Il est de mauvais pronostic. Alors, quels sont les facteurs de risque du cancer de l'ovaire? Les femmes qui n'ont pas eu d'enfants, la nulliparité, le risque est multiplié par 2. L'infertilité, les femmes qui n'ont pas eu d'enfants et qui ont reçu beaucoup d'inducteurs d'ovulation, clomide, HMG, etc. Les femmes qui ont reçu des inducteurs d'ovulation sont à très haut risque de cancer de l'ovaire. Par contre, les femmes qui ont pris la pilule, elles font abaisser le risque de cancer de l'ovaire. L'inverse, la pilule baisserait le niveau. Mais en fait, le facteur de risque le plus important qu'on a retrouvé, c'est le facteur familial. D'accord? C'est le facteur familial avec la découverte de gènes impliqués dans ce type de cancer. Généralement, on fait le dosage du BRCA et c'est un gène mutant qu'on retrouve généralement dans les cancers de l'ovaire. Donc, généralement, c'est familial, comme le cancer du sein, méfiez-vous. Est-ce qu'il y a un dépistage du cancer de l'ovaire? Eh bien, malheureusement, le cancer de l'ovaire n'a pas de dépistage, comme le col, où on fait un frottis, comme le sein, où on fait une mammo. Donc, c'est des cancers qui sont accessibles au dépistage. Ils sont palpables. Par contre, l'ovaire, non. C'est une pathologie sournoise qui évolue à bas bruit et qui est inaccessible au dépistage. Cependant, on a proposé de faire une échographie, surtout chez les femmes à risque familial ou autre même, de faire une échographie annuelle et un dosage du CA125 aussi annuel. Ça peut aider un peu au dépistage. D'accord? Donc, les examens complémentaires, c'est à peu près la même chose que les cancers de l'ovaire. Alors, le traitement, qu'est-ce que je vais vous proposer dans le traitement? Alors, j'ai dit tout à l'heure que toute tumeur de l'ovaire doit être opérée dès que le diagnostic est posé.
Si le diagnostic est incertain, au début, on peut proposer d'abord une cœlioscopie, qui sera une intervention de diagnostic et en même temps biopsique, thérapeutique. Si on découvre une tumeur de petite taille, on peut faire une biopsie, on peut faire une cœlioscopie, on explore, on fait une biopsie extemporanée. Si c'est malin, on continue le traitement en fonction du stade. Soit une simple kystéctomie si la femme est jeune, ou bien une exectomie. Mais si la femme est âgée, il faut faire d'emblée une hystérectomie. Avec ça au stade 1 généralement. Maintenant, lorsque le stade est avancé, là, ça va poser un gros problème. Généralement, le stade avancé, la chirurgie première de réduction. Alors, la chirurgie, si elle est possible, on fait une chirurgie radicale la première fois avec un curage ganglionnaire, iliaque et lombo-aortique, suivi de chimiothérapie qui, en fonction de la réponse, peut aller de 6 à 9 cures. La chimiothérapie. Si la chirurgie première n'est pas possible, on peut faire des biopsies, faire une chimiothérapie et reprendre la patiente ultérieurement pour un complément chirurgical. Non. Non. Qu'est-ce qu'ils posent comme question? Qu'est-ce qu'ils ont posé comme question? Non? Voilà. Donc, le traitement, il est chirurgical, suivi de chimiothérapie. Tout ce que je peux dire, c'est que la découverte des cancers de l'ovaire est généralement avancée au moment de la découverte. Les récidives sont fréquentes. 70% de récidives dans les 2 premières années. Et la survie à 3 ans est en fonction du stade. Mais en général, la survie à 3 ans, tout stade confondu, elle est de 30%. Voilà, je vous ai fait un tour sur cette pathologie. Alors, les questions là-dedans. Rappelez-vous un peu les questions QCM là-dessus. Ça va être une question sur les complications, sur la conduite à tenir, sur les fonctions, sur les kystes bénins, et possible que je puisse poser sur la prise en charge des cancers de l'ovaire thérapeutiques. Voilà. Il y a des questions, faites vite, sinon je suis fatigué, je pars. Posez des questions. Vous n'avez rien compris. Fausse-moi avec ton collègue. Hein? L'autre fille, tu as des questions? L'autre fille, pas de questions? Ou là, tu es parti? Espèce d'imbécile. Tu es parti ou là, tu es là? Mais smash. Ah bon? Précoce. Il est de bon pronostic. Ouais. Allez, je vous dis bon courage. Si je peux vous faire notre cours.